Ifriqiya Sport. La planète du sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour, Salama, Mboy, Nagadef, Njaraman, Boto, Ayo, Sauvo, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM et surtout les auditeurs qui nous écoutent à travers le continent, dans les brousses, dans les villages, dans les grandes capitales africaines. Je vous dis, je vous aime, Walid Bouchnafat de Ifriqiya FM. Il vous dit, il vous aime parce que vous êtes mes frères, vous êtes la voix de l'Afrique. Alors, moi, je vous dis merci pour vos messages, merci pour votre soutien. Je reçois, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais je vous dis merci à travers l'antenne de Ifriqiya FM. Ifriqiya Sport, le miroir sportif africain de Ifriqiya FM et aussi la tribune des Pana-Africains pour parler, pour débattre des sujets sportifs africains. Chaque semaine, un sujet différent en relation avec le sport africain. On va apprendre avec vous, on va parler du sport. Le sport africain, il est vaste. L'Afrique, c'est une terre de talent, une terre de sportifs. Alors là, on est là pour exposer le talent africain, pour montrer au monde entier que l'Afrique est le berceau de l'humanité et le berceau du sport international. Cette semaine, on parlera de la Guinée, pays très cher à nous. La Guinée, pays footballistique, pays sportif. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent. La Guinée, les clubs guinéens, ils étaient professionnels dans les années 60. À l'époque de Sékou Touré, le Oya Conakry, le Afia Conakry, des clubs avec un modèle de professionnalisme. Guinée, dans les années 60-70, elle a connu le sommet du football africain. Dans les années 80, une terre de talent. Les Bobo Baldé, les Tite Camara, les Bangoura, ils ont excellé dans les terrains africains et surtout dans les terrains européens. On ne peut pas parler du football guinéen sans parler aux légendes local. Il n'y a pas mieux qu'un ancien joueur professionnel passé par le pays, né au pays, qui a été formé là-bas. Après, il a connu l'Europe, il a connu l'exode en Europe, il a connu cette terre européenne qui l'a accueilli pour montrer son talent. On va parler à quelqu'un, Karim Bangoura, dit Akabe, 32 sélections en équipe A de la Guinée, ancien capitaine du CD de la Guinée. Le bonjour est obligatoire. Je vais t'appeler Akabe. Bonjour Akabe, tu es avec nous sur Ifriqiya FM. Bonjour Walid, bonjour Ifriqiya FM. Bonjour à vos millions d'auditeurs. Pour te rappeler, Akabe, nous on se tutoie à Ifriqiya FM et à Ifriqiya Sport parce qu'on est à l'aise, on est entre Africains. Ton parcours autant qu'Africain dans les terrains footballistiques, est-ce que tu peux expliquer aux jeunes qui tu es? Je m'appelle Abdul Karim Bangoura, beaucoup plus connu sous le nom de Akabe. Mon histoire a commencé comme tous les footballeurs de ma génération. Nous pratiquions le football sur les terrains vagues de Conakry. Très tôt, je fus repéré par Mbaye Ndour, un personnage intéressant de notre football national. Il fit carrière à l'AS Kaloum, à l'ASEC et plusieurs clubs et plus tard en Belgique. Dans son équipe, il me nomma capitaine parce que j'ai un jeu autoritaire et plein de personnalités reconnues et adulées. J'ai rejoint l'équipe de l'entraîneur Nabi Dias Yansane, un passionné de football dont l'équipe forma l'ossature de l'équipe cadette qui a joué le dernier carré du mondial organisé par la Chine en 85 sous la houlette de la gloire, le ballon d'or Chérif Souleymane. Il me fit confiance en faisant de moi le capitaine d'une génération de rêves dont les principales figures de proue seront tous aussi seniors à la CAN 94 jusqu'à la CAN 2004. Après la Coupe du Monde cadette, j'ai rejoint l'association sportive de Kaloum, club phare de Kaloum où évoluaient la plupart des internationaux du pays. Très tôt, pisté par le Sporting Club de Bastia, je fis mes classes au niveau professionnel
dans ce club et fit sur la fin des intermèdes à Martigues. Deuxième question pour moi, comment tu as tombé dans le chaudron footballistique? J'entrepris une carrière d'agent de footballeur. J'ai géré sur la fin de sa carrière Giorgio Weah et entre autres, j'ai été en partie de la venue du talent guinéen Nabil Keita en Europe. Ce basculement dans le monde du management s'explique par ma reconversion après ma carrière de footballeur et ma volonté de rester dans le monde du football pour y apprendre. Aujourd'hui, je suis fort de cette expérience et j'ai pu me faire un réseau dense de relations avec des clubs et les dirigeants de football au niveau international. Après cette belle carrière de joueur, tu as basculé dans le domaine du management. Peux-tu nous parler de ça, comment tu es tombé dans le domaine du management? La difficulté de la reconversion est connue. Tu secourais un nouveau monde, d'autant plus que j'étais passé de l'autre côté du rideau. Je ne suis plus joueur, mais je suis agent. Je devrais me familiariser aux règles de la négociation commerciale et de l'encadrement sportif. C'est une expérience enrichissante que je veux mettre au service de notre pays. La reconversion, elle est difficile pour les anciens joueurs. Parle-nous de cela. Akabe, toi qui as su faire cette reconversion? Mon programme est issu du constat que le football guinéen était malade. Malade du manque des infrastructures, du peu d'attention accordée à la formation des jeunes, des encadreurs, du sous-financement des clubs, miné par des pratiques douteuses, des conflits d'intérêts et la corruption, entravé par la négation du football féminin, toutes les choses qui explosent le retard de notre football par rapport aux autres pays. Avec mon équipe, je propose un programme de rattrapage et de rupture. Demain, c'est les élections pour la présidence de la Fédération guinéenne de football et on sait que tu es candidat. Comment est venu ton programme? Explique-nous les axes de ton programme en détail, s'il te plaît, pour nos auditeurs. J'ai construit un programme autour des axes suivants. 1. Accompagner le virage professionnel des clubs de Ligue 1 en favorisant le changement de leur statut cruel qui deviendront donc des sociétés anonymes. Le club de cette réforme est de les aider à devenir autonomes d'un point de vue financier à travers le développement de l'actionnariat social et populaire. Je vais recentrer la gouvernance de la FEGIFOOT autour du football en réformant la direction technique nationale avec un accent mis sur la formation à tous les niveaux. Je vais m'attaquer au manque d'infrastructures, y compris en demandant à l'État de nous aider à avoir des terrains dans les zones où le foncier est sous tension. C'est le cas notamment à Kaloum. Nous allons organiser le championnat féminin et renforcer la ligue de football féminin. Nous allons relancer le football en organisant avec les ministères du système éducatif de notre championnat universitaire et scolaire en lien avec les académies de football. Cette compétition sera sous le contrôle de la DTN qui y déploiera des conseillers techniques qui seront recrutés dans le vivier des anciens footballeurs. Nous lutterons contre la corruption en interdisant le conflit d'intérêts et en assainissant l'environnement du football. Autant d'initiatives à mettre en œuvre afin de développer la pratique de notre football et de remettre au niveau des autres pays. C'est la condition de la guérison de notre football. Le championnat local, dès la deuxième saison, dès la deuxième année, passera de 14 à 16 clubs afin de le rendre attractif. La problématique, on sait que le nerf de la guerre, c'est de l'argent et la problématique, c'est les finances. Quelle est ta stratégie financière? Parce que ça, c'est un truc très important. Les ressources financières seront diversifiées afin de nous rendre autosuffisants par rapport à nos objectifs. On va expérimenter la mise en place d'un plan d'action entremise et club afin d'impliquer des entreprises dans le financement. À ce titre, nous proposons une bonification fiscale
en contrepartie de soutien financier consenti par une personne physique ou morale au football ou au club de football. Cette mesure sera accompagnée par beaucoup d'autres mécanismes de financement innovants. Mon équipe prépare d'ores déjà des projets bancables en apport de notre programme. Quels sont on a appris que beaucoup de légendes te soutiennent, dont Titi Camara, des anciens joueurs. Est-ce que tu peux nous confirmer cela? J'ai mis ma candidature sous le sceau du rassemblement. J'ai le soutien de la quasi-totalité des footballeurs et des anciens. Titi fut leader technique de notre génération. Il fut aussi sélectionneur et aussi ministre. Suleiman Oulare, Moulay Souma Kolovati, Sekoumar Dramé, Ousmane Fernandez et tant d'autres. Notre génération est passée par 2 fois. Une avant-dernière question que je te pose, qui était dans ma tête depuis des années. Comment la Guinée, avec ces talents-là, de votre génération, ne s'est jamais qualifiée en Coupe du Monde? Notre génération est passée par 2 fois à 2 doigts d'une qualification historique. Mais la qualification au mondial doit être la résultante de la formation et la compétitivité de nos équipes de jeunes. Une stratégie menée sur 6 ans pourra nous conduire à gagner la CAN et sûrement à nous qualifier au mondial, Inch'Allah. Je te laisse un mot de la fin. Bonjour Africa FM. Je vous salue et je vous remercie pour tout le travail que vous êtes en train d'entreprendre pour le développement de l'Afrique en général et le football africain en particulier. Je vous remercie pour le football. Je vous remercie pour tout ce que vous faites encore une fois. Et mes salutations vont à vos auditrices et auditeurs. Bon courage et bon vent à vous. Nos auditeurs qui parlent que guinéen, qui parlent que des langues locales, ils vont être jaloux. Je veux que tu leur parles aussi en langue locale parce que c'est la marque de fabrique de Ifriqiya FM et de Ifriqiya Sport. Voilà, Afriqiya, auditeurs, auditrices et biringabu, mbara ancien footballeur et rebou, mbara wara média rebou, ballon, la Guinée ballon, muna katafe afekui mubara obirin na walsa. Et wa radio walina na bafe Afrique be anu football a développement ma mubara obirin na walsa Afriqiya obanga bo mangbara répété wono wali. On te remercie notre ami AKB, on te souhaite bonne chance pour les élections de la Fédération guinéenne de football. Pour nous panafricains, on souhaite bonne chance à tous les candidats et on aimerait bien l'homme qui sera de l'association soit un homme sincère pour développer et pour redorer le blason de ce football guinéen. Merci beaucoup. Après cet entretien exclusif, on va enchaîner vers prendre le cap aussi, rester sur le cap de la Guinée, mais on va avoir un autre avis, des gens, d'experts, une belle plume guinéenne, Mohamed Sissé. Il est l'un de nos consultants, il intervient beaucoup avec nous. Bonjour Mohamed, ton diagnostic sur le football guinéen. Bonjour Walid et bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Alors, je pense qu'aujourd'hui le diagnostic il sera trop profond si on se permet de le faire vis-à-vis du football guinéen parce qu'on est confronté à beaucoup de difficultés aujourd'hui. Donc ça veut dire tout simplement que le prochain président de la Fédération guinéenne de football aura beaucoup à faire. Il aura d'ailleurs du pain sur la planche vis-à-vis de l'organisation de ce football-là aujourd'hui, puisque comme vous avez vu déjà, je sais qu'il y a beaucoup à faire, notamment la promotion du football de façon générale, l'organisation, la réorganisation surtout par du football féminin. Donc ce sont aujourd'hui des chantiers qui s'offrent au prochain président qui va se retrouver à la tête de la Fédération guinéenne de football. Donc vis-à-vis des sélections, je pense que le Conor a fait de ce qu'il peut. Il y a eu autant d'organisations qu'on imaginait et qu'on espérait. Donc voilà, ça veut dire que le prochain bureau exécutif, si
Il ne va pas remettre en cause surtout du travail abattu par le comité de normalisation. Ça va énormément les permettre de pouvoir mettre encore de nouveaux jalons et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc, globalement, je dirais tout simplement que l'état du football guinéen est dans une situation très piteuse, dans la mesure où il y a beaucoup plus de cacophonie, de bifurcation, de division entre les acteurs aujourd'hui. On espère que le prochain président de la fêtière du Curon guinéen sera un président rassembleur qui va pouvoir trouver les discours, les mots qu'il faut afin de pouvoir rapprocher les parties prenantes pour le rayonnement du football guinéen. À ton avis, les élections qui seront demain, quel est, on va dire, le plus gros chantier du nouveau président? Le chantier, comme je le rappelais dans ma précédente intervention, je dirais tout simplement que le chantier sera profond. Le président, d'abord, dans sa perspective de réorganisation du football, va devoir d'abord mettre les clubs et l'ensemble des sélections dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions, afin de pouvoir atteindre les résultats. Parce que au jour d'aujourd'hui, on peut pas dire on veut remporter la Coupe du Monde, se réveiller un beau matin pour dire on veut remporter la Coupe du Monde alors que les bases ne sont pas là. Donc il va falloir mettre des bases qui vont donner beaucoup plus de force à ces différentes équipes nationales, à ces différents clubs-là aujourd'hui, de pouvoir atteindre l'objectif fixé, le cap fixé dans des compétitions. Donc aujourd'hui, je pense que s'il y a de très bonnes organisations autour des différentes sélections, autour des clubs, n'importe lequel objectif, on va pouvoir l'atteindre, mais ça va pas aussi être évident si on sait que réellement à la base rien n'est fait. Donc voilà, je pense que le prochain président devra trouver de très belles initiatives et peut-être qui n'ont pas été trouvées par les différentes équipes qui se sont précédées à la tête de la Fédération guinéenne de football, mais aussi trouver des initiatives qui favoriseront le développement du football guinéen, que ça soit sur le plan administratif, que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur le plan développement, mais il va falloir trouver en tout cas une politique adéquate aux réalités du football guinéen et qui va également faciliter son développement. Est-ce que tu penses que les anciens internationaux, ils peuvent apporter cette plus-value pour le football guinéen? Non, en fait, comme vous êtes en train de le constater avec Kaba Diawara, on sait qu'il a été un ancien joueur. On sait qu'aujourd'hui, il est en train d'apporter beaucoup de choses à cette sélection nationale, même si les résultats aujourd'hui tardent, mais il est quand même en train de faire de son mieux, et surtout en parlant, parce que vous savez, la Guinée, à travers son équipe nationale, avait été confrontée à un véritable problème. Et ce problème, c'était d'aller vers les binationaux qui sont nés hors du pays et pour pouvoir venir défendre les couleurs du pays de leurs ancêtres. Donc ça a été un véritable casse-tête pour les différents bureaux exécutifs qui se sont retrouvés à la tête de la Fédération guinéenne de football. Mais Kaba, avec l'arrivée de Kaba Diawara, d'abord le staff, parce qu'il était là au temps de Michel Doucier en tant que team manager, il était là au temps de Paul Pout, il était là en tant que DJ Six, mais tout cela en tant que team manager et autant de DJ Six en tant que sélectionneur adjoint. Et là, on lui donne l'aubaine, on lui donne la possibilité de diriger l'équipe nationale. Donc, depuis qu'on lui a confié cette sélection-là, on a vu combien de jeunes se sont retrouvés à la tête de cette sélection et qui, avec des autres staff techniques, on n'avait même pas d'espoir. Donc, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui que les anciens joueurs jouent un rôle très prépondérant vis-à-vis du développement de cette sélection là aujourd'hui, parce que lui, au-delà d'aller convaincre les jeunes talents qui sont nés hors du pays, il a réussi à mettre en place un projet qui déjà attire ces jeunes talents là. Donc les anciens joueurs, on va pas se dire que il faut forcément récompenser tous les anciens joueurs, mais on pourra aussi les récompenser à travers leur domaine de compétences.
Si par exemple vous avez été ancien joueur et que après votre carrière vous avez opté pour une autre formation afin de pouvoir apporter quelque chose à votre football, donc c'est bien possible que vous soyez récompensé parce qu'au-delà, après le football, vous avez accepté d'aller vous former, d'aller pouvoir améliorer et approfondir votre domaine de compétences. Donc ça veut dire forcément que vous avez droit à une récompense afin de pouvoir matérialiser toutes les notions que vous aviez apprises à post-carrière. Donc voilà, c'est ce qui se pose aujourd'hui. Sinon, on a beaucoup d'anciens internationaux au pays, mais qui n'envisageraient même plus d'aller se former afin de pouvoir revenir diriger s'il faut le football guinéen et pourquoi pas traverser ces équipes nationales. Donc c'est le véritable bémol que nous avions aujourd'hui dans le pays, mais avec Kaba, avec autant de jeunes, autant d'anciens joueurs internationaux aujourd'hui qui sont en train de diriger le football, on espère que ça pourra aussi être une source d'inspiration pour les autres afin de dire qu'ils sont aussi capables et qu'ils peuvent redorer surtout le blason. Comme d'habitude, on laisse l'espace à nos invités. Un dernier mot pour conclure? Ouais, le dernier mot, c'est pour dire que c'est une semaine décisive qui démarre là pour le football guinéen. Une nouvelle ère va forcément souffler sur le football guinéen parce qu'il faut rappeler que c'est le samedi de cette nouvelle semaine-là que le congrès électif de la Fédération guinéenne de football va avoir lieu. Ça va se tenir dans un complexe hôtelier de la place de Conakry et ensuite on saura qui est le nouveau président de la Fédération guinéenne de football et qui va également diriger les destinées du football guinéen. Donc sinon je pense que ça va se passer dans une situation peut-être un peu orthodoxe, mais on espère quand même ça va tout de même se passer. Mais également, il y a la Guinée aussi qui joue sa deuxième sortie de cette campagne des éliminatoires du Mondial 2026. On a bien demandé, même si ça n'a pas été évident, mais là, je pense que ça va pouvoir être très très conséquent face aux zèbres du Botswana. En tout cas, c'est quand même, comme je l'ai rappelé, une semaine décisive pour le football guinéen. Non seulement on va procéder à l'élection du nouveau bureau exécutif de la Fédération guinéenne de football, mais aussi on va assister à cette deuxième sortie du Silence. Ça veut dire, si cette semaine-là s'annonce assez bien palpitante, on sera réellement à travers cela qui est leur destinée pour le football guinéen. Merci Mohamed Cissé de ta disponibilité. Mohamed Cissé est l'une des plus belles plumes guinéennes, un jeune journaliste qui est excellent, qui suit les internationaux guinéens. On te remercie de ta disponibilité. En tout cas, merci Walid, merci à tous les auditeurs de Ifriqiya FM. Ça fait plaisir ici à Conakry. Wuntanara. Terminons notre émission par un entretien avec Bernard Simondi, coach international. Mbaptou qui a été adopté par l'Afrique. Il a eu un passage de 3 ans en Guinée. Il était à la barre technique du Sili national. On va essayer d'avoir avec nous Bernard Simondi. Pour des problèmes techniques, Bernard, on va te questionner directement. Bonjour Bernard, votre avis sur le foot guinéen, le parcours de qualification, pourquoi la Guinée ne se qualifie pas à la Coupe du Monde, quels sont les points forts et les points faibles du joueur guinéen, et aussi de manière générale, si tu veux rajouter quelque chose. Et demain, on aura aussi les élections de la Fédération guinéenne. Que penses-tu de cela? Bonjour Waïd, bonjour à vous tous, auditeurs d'Afriqiya FM. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette antenne et de vous parler d'un pays que je connais, que j'ai quitté il y a fort longtemps, mais pour lequel j'ai gardé un attachement et des contacts, et on continue toujours à s'intéresser aux pays dans lesquels nous sommes passés, et voilà, c'est mon cas. Alors, pourquoi la Guinée ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde?
Bon, parce que les choses sont peut-être devenues un petit peu plus compliquées aujourd'hui. Je tiens quand même à signaler que la seule fois où nous avions eu l'opportunité de nous qualifier, nous étions premiers de notre groupe quand j'étais là-bas, il y a de nombreuses années maintenant, mais bon, dans le groupe avec Titi Camara, avec Pablo Thiam, Pascal Fendouno, Morley Souma et bon nombre de joueurs talentueux même qui évoluaient déjà comme c'est le cas aujourd'hui dans de nombreux clubs européens mais au plus haut niveau. Peut-être que aujourd'hui ils évoluent dans des clubs qui sont un peu moins huppés que ce qui était le cas à ce moment-là à cette époque. Mais bon, ce sont les instances qui avaient tout gâché, puisque nous étions premiers avec 3 points d'avance sur l'Afrique du Sud et avec un match à jouer, donc de grandes opportunités d'aller à la Coupe du Monde de Corée-Japon. Mais bon, voilà, donc ce sont toujours les mêmes problèmes que l'on rencontre bien trop souvent encore dans les pays africains. Alors les points forts des Guinéens, c'est que ils sont très souvent talentueux, certes, mais bon, pas plus que d'autres nations non plus, mais en même temps avec une farouche volonté de réussir et de se positionner, parce que c'est un pays quand même qui ne transcrit son existence bien souvent qu'au travers de ce qui peut se passer dans le sport et ils ont une très forte imprégnation de ça et du football à ce niveau-là. Ils sont athlétiques, ils sont souvent très techniques et très vifs, une qualité d'explosivité, une qualité Bon. Alors pour autant, bon nombre d'entre eux, c'est de plus en plus le cas, sont partis depuis un certain nombre d'années dans des clubs dans le monde, souvent européens, et puis ils ont acquis des mentalités, des comportements, et ils sont, pour certains d'entre eux, comme j'ai pu les connaître, devenus très professionnels et très attentifs à tout ce qui se passe dans le football, et avec un peu d'insouciance africaine, je dirais, avec c'était le cas à ce moment-là, alors un peu de folklore autour de ça, mais des gens de qualité très attachants. Les élections qui vont se dérouler prochainement, au niveau de la présidence de la Fédération guinéenne de football, et se fait dans un contexte à la fois politique en général, et puis au niveau sportif avec beaucoup de turbulences. C'est toujours ce qui les a handicapés dans un certain nombre de cas sur des dysfonctionnements et des choses qui n'ont pu être résolues. Bon, déjà lorsque j'étais avec eux, je pouvais le vivre, et c'est un peu à cause de ça, puisque la politique avait pris le pas sur le football, nous avions été suspendus par la FIFA de toute compétition internationale, sinon nous aurions été à la CAN du Mali, et puis en même temps à la Coupe du Monde de Corée-Japon, et nous étions déjà à cette époque-là, nous étions aussi en finale, j'étais avec eux aux Seychelles en finale de la CAN des moins de 20 ans, donc et nous avions été suspendus de toutes les compétitions, et impossible de disputer les titres. Mais voilà, donc la politique est souvent très imprégnée à l'intérieur de ces fédérations et des fédérations africaines en général, et c'est très perturbant, et les gens qui bien souvent sont
à la tête des fédérations subissent ou sont dans une mouvance un peu compliquée et qui fait que la prise des décisions, les prises les positions à la fois sportives et les choix sont guidés un petit peu par des choses qui n'ont rien à voir directement avec le terrain. Et voilà, et puis voilà, un peu des quelques problèmes de ce type qui sont difficiles même de discuter et d'aborder parce que le sujet est complexe et ce qui est vrai pour un pays à un moment donné n'est pas vrai à un autre moment et on peut pas jeter l'opprobre sur tout ce qui se fait parce que ça serait être médisant et ça serait inexact. Pour autant, l'Afrique souffre quand même de ces circonstances-là, de ce flou, de ce malaise, de cette ambivalence entre le sport et puis le reste et bon voilà, donc les choix se compliquent et quand on est directement lié aux sportifs comme c'était mon cas et comme ça l'est aujourd'hui aussi pour les gens qui sont en fonction comme moi dans ces pays, on en subit les travers, je dirais, et parfois ça ne correspond pas aux exigences du très haut niveau. Et parfois ça pénalise les acteurs et les responsables sportifs. Voilà, donc il serait intéressant que les gens en prennent conscience un peu plus, alors que c'est un élément fort et un élément important de leur vie politique même, je dirais, parce que le sport et le football en particulier est presque une religion quoi dans ces pays et il faut savoir que en Guinée, nous, lorsqu'on quittait le stade, après les rencontres, le bus frayait le chemin dans la foule sur plusieurs kilomètres de route où on ne voyait pas la route, il n'y avait que des gens devant nous et qui manifestaient leur joie, leur allégresse, leur bonheur au travers des résultats que nous obtenions. Et voilà, et c'est souvent, ce sont ces excès-là aussi qui font que voilà la richesse et la beauté du football dans ces pays, mais en même temps qui est un handicap certain dans la gouvernance des fédérations et un peu des choses qui contraignent les acteurs du football en général. Voilà, merci à vous de votre écoute et de votre attente, et je suis très heureux et très fier d'avoir pu apporter une réflexion sur ce sujet et sur la Guinée. Merci Bernard Simondi. Pour rappel, Bernard Simondi, ancien entraîneur du Burkina Faso, de la Guinée. Il a entraîné en Libye, au Soudan, en Algérie. Merci Bernard pour ta disponibilité. Merci Walid, merci. On arrive à la fin de l'émission. Je vais vous parler avec une langue guinéenne, avec le Peul. Jarama Aboyo Seda. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Et aussi, je souhaite la bonne chance à tous les candidats à la présidence de la Fédération guinéenne de football. J'aime l'Afrique, j'aime le peuple guinéen. Et je vous dis à la semaine prochaine.